Et bonjour tout le monde et bienvenue pour cette matinale. Matinale sous le signe, dirons-nous, de l'ignorance, puisque je n'ai absolument pas travaillé mes sujets comme d'habitude. Alors du coup aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va parler de Prime, qui a expliqué pourquoi il avait fait un recours au Conseil d'État. On va avoir tout un sujet sur les organisations professionnelles qui se sont adressées à Donald Trump au niveau du cinéma, puisque comme vous le savez la semaine dernière on avait vu que Trump avait demandé à ses émissaires d'aller rencontrer les acteurs et les réalisateurs du cinéma américain pour essayer de trouver des solutions pour ramener les productions américaines sur le territoire. Et puis ensuite, en troisième news, on aura des organisations du cinéma qui ont râlé contre une autre organisation du cinéma. Donc voilà, il s'est passé un petit drama là, ça a gueulé un peu. Et du coup, je voulais revenir dessus et puis vous en parler. Et puis par contre, j'aurais pas vraiment de recommandations. Je vous en donnerai une petite à la fin, mais voilà, j'ai pas vu de film en avance là cette semaine. J'ai pas trop eu le temps. Bref, allez, commençons cette matinale, commençons les sujets avec le premier sujet. Qui est donc Prime Video qui s'exprime sur son recours au Conseil d'État. Donc la plateforme s'est exprimée effectivement, donc Netflix avait fait un recours au Conseil d'État il y a quelques temps pour se plaindre de ces 12 mois d'attente par rapport à un film et sa sortie en salle, dû à la chronologie des médias françaises, puisque il s'était plaint qu'il donnait peut-être un pourcentage inférieur à Disney, mais surtout une somme supérieure, puisqu'il gagne plus que Disney en France. Et donc il demandait, il faisait un recours au Conseil d'État pour changer la chronologie des médias pour que le recours soit avancé en fonction de l'argent qu'il donne et non pas le pourcentage. Ça paraissait finalement logique. Donc Prime qui a suivi en disant que eux ils étaient à 17 mois et qu'effectivement c'est pareil, ça bloque un peu. Et donc voilà, on a eu un texte qui a été envoyé, qui a été rendu public, je vous le lis. Donc la plateforme estime que l'accord de la chronologie des médias n'est pas représentatif des diffuseurs de vidéos à la demande et par extension des millions de Français qui recourent à ce type d'offre pour regarder des films. Au regard des pratiques et usages actuels, la vidéo à la demande par abonnement ne saurait rester la fenêtre sur cours de l'exploitation cinématographique. Donc, ils expliquent bien que, voilà, eux, de leur côté, ils ont un problème avec ces fameux 17 mois que Prime Video s'investit, en fait, dans le cinéma français. Ils ont commencé à mettre de l'argent dans le cinéma français et qu'ils espèrent que la fenêtre puisse être raccourcie pour ça, puisque Amazon a racheté il y a pas longtemps donc MGM Studios, donc ils ont racheté des licences, ils ont racheté des productions, ils ont commencé à produire en France. Ils ont d'ailleurs produit Ma Mère Dieu et Sylvie Vartan, qui en ce moment est un carton, enfin un carton, à toute proportion gardée au niveau français cette année, mais qui est tout de même un carton pour l'instant en 2025 au cinéma. Et donc voilà, eux, forcément, quand ils ont des choses comme ça qui fonctionnent extrêmement sur grand écran, ils espèrent les avoir très vite sur la plateforme pour profiter un peu de l'écho de la pierre lancée dans les temps, quoi. Malheureusement, pour eux, au début, je voulais vous en parler. Il y a un article qui est sorti donc du coup du nouveau directeur du CNC qui disait que non, c'était culturellement, c'était pas possible. Nous, la France tient le coup justement, le cinéma français tient le coup grâce à cette chronologie des médias. Si on commence à offrir des accès à tout le monde, forcément le cinéma en pâtirait, puisque à partir du moment, et ça le fait déjà, hein, nous on a des gens au cinéma qui nous disent bon, bah, celui-là je viendrai pas le voir, il sera dans 6 mois sur Canal. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand on entend ce genre d'argument. Et si des plateformes comme Netflix ou Amazon se voient raccourcir leurs fenêtres, ça risque d'être compliqué aussi. Après, de l'autre côté, on en avait déjà parlé, je crois que c'était avec David dans un Critflix, où on disait que effectivement Disney, qui produit, distribue et investit à 100% dans ses films, ça paraissait logique au bout d'un moment qu'ils aient une fenêtre plus courte sur leur créneau. À partir du moment où tu fais juste de la production et que la distribution ne t'appartient pas, et que tu n'es pas entièrement producteur de ton film, ça paraît normalement logique que la fenêtre soit plus longue pour que tous les investisseurs et les personnes qui ont mis de l'argent dedans soient rémunérés à juste titre. Ils ont fait une Disney bis, entre guillemets, en disant la plateforme indique avoir renoncé à la sortie des salles du film The Accountant 2 avec Ben Affleck, regrettant le délai de 17 mois pour diffuser le film après la sortie en salle. Le premier n'avait pas été un succès fou non plus, et il fallait pas s'attendre à avoir des entrées extraordinaires non plus sur le deuxième. Enfin, là, on sait très bien que ce genre de film, on sait même pas pourquoi ils en ont sorti un deux. D'ailleurs, personne ne l'a demandé. Ils ont peut-être voulu relancer une licence en attendant d'avoir la possibilité de lancer un James Bond, j'en sais rien. Je pense que c'est le problème des plateformes aussi. Ils rachètent des studios
Et puis du coup, ils ressortent du placard des vieilles licences qui n'ont pas forcément envie de revenir sur le devant de la scène. Et donc là, du coup, Amazon a voulu faire la même chose. C'est pas forcément une bonne idée. Donc là, venir râler parce que tu sors pas The Accountant 2 au cinéma, c'est quand même assez fort de café, sachant que personne ne l'attendait et que de toute façon, il aurait fait un bide au cinéma. Ce genre d'argument marche pas, je veux dire. C'est comme Mulan, enfin, on regrette tous que Mulan soit pas sorti au cinéma parce que c'était le renouveau un petit peu des live-action Disney. Et puis c'était en sortie de Covid et tout ça. Donc c'est vrai que quand Disney a enlevé cette sortie sous le poids de la chronologie des médias, ça a fait râler parce que Disney, ça reste Disney. Là, quand t'as MGM Studio sous la bannière d'Amazon qui débarque avec The Accountant 2, le poids est pas du tout le même, quoi. Donc je trouve que l'argument se tient pas. En fait, en gros, il faudrait qu'il y ait une catégorie. Bah, ils le font un petit peu avec les films soit primés, soit un petit peu à réessai. Mais c'est vrai qu'avoir en gros un film, avoir une catégorie effectivement film diffusé au cinéma. Et là, à ce moment-là, effectivement, avoir une catégorie à part, mais ça va dépendre peut-être du budget du film, ça va dépendre de peut-être, je sais pas, dans quel, ou alors leur accorder un pourcentage, peut-être un pourcentage de films à l'année qui aurait une fenêtre plus courte. Et donc certains films qui sont, on va dire, les moins porteurs au cinéma pourraient se retrouver assez rapidement sur la plateforme. Ça pourrait être une solution et ça permettrait peut-être à Netflix de se lancer dans la distribution et qu'on puisse avoir certains films de qualité qui seraient au cinéma. Et si le film dépasse un certain nombre d'entrées au cinéma, peut-être devoir rallonger la fenêtre avant d'arriver sur la plateforme. Il faut savoir que quand le film fait moins de 100 000 entrées, il a un accès plus rapide à certaines plateformes de streaming. Ça pourrait être tout à fait une règle qu'on pourrait mettre en place dans l'autre sens, c'est-à-dire augmenter la fenêtre si le film fait plus d'entrées pour lui laisser le temps de ne plus faire d'entrée au cinéma et ensuite le récupérer sur la plateforme. Ça pourrait être possible. C'est du débat de comptoir qu'on fait tous les matins, chaque matin dans la matinale. On sait très bien qu'on n'est pas écouté par les grands pontes et que c'est pas chez nous qu'ils vont venir chercher des idées. Mais n'empêche que ça permet d'ouvrir le débat et de se dire tiens, ça vaut peut-être plus le coup de payer telle ou telle plateforme parce qu'ils ont une politique ou une philosophie autour des films de cinéma qui était peut-être un peu plus intéressante que voilà, Amazon qui là pour le coup autant Disney, sans dire que je vais changer d'avis, ils se sont jamais excusés, mais n'empêche que maintenant on va dire un peu comme un mea culpa, ils commencent à investir énormément dans le cinéma et de revenir sur les films sur grand écran, même si voilà, c'était pour réduire leur plage avant d'avoir le film sur petit écran, mais ils ont quand même voilà, ils ont cet investissement, l'argent est là et il va y avoir énormément de films au cinéma, ils ont investi non pas dans du contenu audiovisuel mais dans du contenu de cinéma. Donc ça prouve quand même qu'il y a une envie. Là pour le coup Amazon c'est uniquement du produit marketing, c'est pour faire fonctionner tout le regroupement de leur plateforme Prime et parfois la qualité est pas là et c'est pour ça que ça fait aussi peur pour les prochains James Bond qui vont être entièrement dirigés par Amazon. Moi ça me fait extrêmement peur ce genre de choses. Oui, alors à ce moment-là qu'est-ce qu'il faudrait? Et c'est ça le problème, c'est est-ce que on fait une commission comme pour l'AFCAE, c'est cette commission qui décide si un film est valable en VOD ou valable au cinéma. Est-ce que c'est la plateforme qui décide d'elle-même? Est-ce qu'on leur offre un pourcentage sur les productions les moins chères ou les moins destinées au cinéma pour permettre d'aller plus loin? Enfin, je sais pas. Là, ça devient compliqué parce que en fait, la qualité du film, à partir du moment où ça devient des films où la qualité mérite d'être directement sur une plateforme ou plus vite sur une plateforme, ça, c'est de l'avis de chacun. Je regarde Balle perdue 3 qui a un succès de malade sur Netflix, les critiques sont super bonnes, ça reste quand même un gros film badass qui explose dans tous les sens et le budget apparemment est pas énorme sur le film. Donc est-ce que ce film-là mérite d'être au cinéma? Pour moi, oui. Je regrette, j'ai pas Netflix, je ne le verrai jamais et ça me fait de la peine parce que vraiment, ça a l'air d'être une super trilogie. Moi, j'avais vu le premier à l'époque où j'avais Netflix et je l'avais vraiment trouvé super. Et j'ai envie de voir les deux autres, mais j'ai pas envie de payer Netflix. Je trouve que 20 balles par mois pour avoir de la 4K sur son écran, c'est trop cher. Et en plus, vu que j'ai envie de voir. Alors, tu vas me dire, oui, mais t'as un mois, tu peux profiter de tout le catalogue pendant un mois. Du coup, tes 20 euros, ils sont rentabilisés. Oui, mais n'empêche que voilà, j'essaie de limiter au maximum mes abonnements de plateforme. Et pour l'instant, c'est pas la priorité. Donc, moi, ça m'embête un peu. Ou alors, autre solution, c'est de. Ouais, alors est-ce que quand le film est produit par une plateforme, à ce moment-là, on peut autoriser, Alors, ils sont obligés, par exemple, de faire une production matérielle du film en Blu-ray et en DVD, mais on raccourcit on raccourcit le. Mais en même temps, plus personne ne croit au physique maintenant, donc est-ce que c'est une solution aussi de les obliger à faire du physique pour les personnes qui veulent pas prendre un abonnement à la plateforme? Je sais pas. Mais n'empêche qu'Arcane est disponible en Blu-ray partout sur Internet et à la Fnac. Donc ça veut bien dire qu'au bout d'un moment, ils sortent le produit en version physique quand il mérite d'être sorti. Donc
Tout ça est très compliqué, c'est un sujet qui est hyper vaste et qui malheureusement n'aura jamais de bonne réponse, je pense, parce que il y a des fois c'est un peu embêtant parce que les États-Unis sont à l'antipode de nous et parfois ça leur va mieux. Par exemple, on voit que Minecraft a été un succès phénoménal au cinéma. Et pourtant, le film est sorti 45 jours après sa sortie en salle, sur les plateformes, sur Max. Est-ce que de temps en temps, ça fonctionnerait et pas tout le temps? Mais là, c'est très compliqué. Je pense qu'ils sont en train de s'arracher les cheveux au niveau des commissions, etc. Parce que c'est vraiment un sujet qui est hyper vaste. C'est-à-dire que pendant un temps, le cinéma, ils se sont dit, les Américains se sont dit, ouais, on va faire des gros bangers avec beaucoup de sous et des trucs qui explosent et gna gna gna. Et au bout d'un moment, les gens ont dit, ben, on va plus aller au ciné parce que moi, ça nous intéresse pas. Et donc, ils ont créé des trucs comme A24, comme Searchlight ou des choses comme ça, ou Focus chez Universal qui ont permis de faire des productions plus restreintes, qui sont associées à un public un petit peu plus cinéphile, qui veulent toujours aller au cinéma pour voir des beaux films, et on a réussi à trouver un équilibre comme ça. Là, Netflix, ils se sont dit pareil, au début, ils mettaient que de la merde, ils mettaient des copies de films qui étaient connus, mais pas avec les mêmes acteurs, mais qui avaient le même scénario et moins de budget, puis ils se sont dit au bout d'un moment, il faudrait peut-être qu'on monte un peu le niveau, et donc ils ont commencé à aller chercher des gros réalisateurs pour faire leurs films, comme on l'a vu avec Scorsese qui a fait The Irishman, ou ce genre de trucs, et malheureusement, ces films-là auraient le mérite d'être en salle. Et le pire, c'est qu'aux États-Unis, ils sont en salle. Puisque Netflix a ses propres cinémas à 2 ou 3 villes aux États-Unis et qu'il arrive à les diffuser sur des créneaux restreints et puis ensuite en les mettant en prêt sur la plateforme. Il y a une solution à trouver. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver qui devrait tenir. Mais en fait, les plateformes évoluent tellement vite et le contenu évolue tellement vite également que ça devient très compliqué de réagir au cas par cas et d'être réactif là-dessus, quoi. On va passer au deuxième sujet de cette matinale. Donc, le deuxième sujet de cette matinale, je le tiens aussi du film français. De toute façon, je vais vous avouer que je suis allé tout chercher sur le film français, comme la plupart du temps, hein, 90% du temps. Mes news viennent du film français et merci à eux. Je ne suis que le relais de leurs journalistes. Et on va parler de l'organisation donc, professionnelle américaine qui s'adresse à Donald Trump. Donc, comme je vous expliquais la semaine dernière, Donald Trump avait dit qu'il allait taxer à 100% tous les films qui n'étaient pas produits aux États-Unis. Ça avait fait un grand boom dans le monde et dans l'industrie du cinéma. Même les acteurs américains, les acteurs professionnels américains du cinéma avaient annoncé que non, c'était pas possible en soi. Déjà parce que ce sont des biens culturels et non matériels et qu'on peut pas taxer à 100% comme ça un bien qui n'est pas à proprement achetable et à obtenir chez soi. On peut pas, voilà, ça reste un moment, je dirais aller au cinéma, on peut pas le taxer à 200%, c'est pas logique. Bref, donc du coup, il avait, dans une autre matinale et dans un cri de flic, et aussi chez Salle 9, je vous avais dit que du coup, il avait serré la main à des émissaires, John Voight, Sylvester Stallone et Mel Gibson, hein, trois bons gars bien de chez nous, qui donc ont été envoyés, ont été élus en tout cas ambassadeurs et émissaires de Donald Trump auprès des productions américaines et d'Hollywood pour essayer de comprendre voilà, les problèmes, parce qu'il y a une fuite des productions américaines et des talents américains dans les autres pays du monde, dû à des crédits d'impôt, il y a des facilités d'études qui n'existent pas aux États-Unis, qui sont encore très chères, et donc la plupart des productions sont délocalisées dans des pays étrangers. Ça coûte beaucoup moins cher d'aller chercher les équipes sur place et d'emmener les acteurs en avion là-bas pour tourner dans des pays désertiques ou enneigés, ou même, je sais pas moi, qui ont des bâtiments spécifiques, ce genre de choses, c'est beaucoup plus simple. On le voit actuellement, Nolan est en train de tourner il n'est pas en train de tourner dans les mers et les océans qui longent les États-Unis. Il est parti plutôt, je crois que c'est du côté de la Grèce, hein, justement, pour tourner l'Odyssée. Donc voilà, on a eu Game of Thrones, par exemple, qui était tourné entièrement à Malte. Donc voilà, même je crois que Thunderbolt a été tourné en grande partie dans d'autres pays que les États-Unis. D'ailleurs, je crois que ça se passe à Londres, hein. Donc voilà, Donald Trump commençait à râler en disant c'est pas normal, comment ça se fait que les pays américains ne tournent pas aux États-Unis. Il a donc envoyé des émissaires parler aux syndicats et aux guildes et aux organisations. Ça représente plus de 400 000 professionnels du cinéma. Et en est ressorti plusieurs solutions, plusieurs projets qui sont tous, on va dire, des pieds de nez à ce qu'il a déclaré en disant oui, voilà, il faut taxer les films étrangers ou les films tournés à l'étranger. Et c'est là que le problème s'imposait à ce niveau-là, c'est-à-dire que, comme d'habitude, il parle avant de réfléchir, mais tout ce qui est considéré comme
films étrangers, ce sont des films tournés à l'étranger, ce ne sont pas forcément des films qui ne sont pas américains. Disney tourne à l'étranger, Universal aussi, Warner aussi, Paramount également. Donc ça, c'est aussi, il faut comprendre qu'il se tirait une balle dans le pied en disant qu'il allait taxer les films qui allaient tourner à l'étranger. Donc il fallait bien trouver des solutions plutôt pour que il y ait des avantages aux États-Unis plutôt que de punir d'aller tourner ailleurs. Donc, ce qui a été proposé, ce serait déjà d'avoir un taux d'imposition des sociétés à 15% au lieu de 21% actuellement. Ils ont repéré qu'il y avait actuellement 80 pays qui offrent des incitations fiscales à la production et que par conséquent, de nombreuses productions qui auraient pu être tournées aux États-Unis l'ont été ailleurs. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous dire. Le retour d'un plus grand nombre de productions aux États-Unis nécessiterait une approche nationale et des solutions politiques à grande échelle, y compris celles que nous proposons ci-dessous. Donc ci-dessous, c'est ce que je vais vous donner. Il y a ce fameux donc passé à 15%. Le Congrès cherche à relocaliser les emplois américains, à promouvoir la croissance dans les communautés à travers le pays. Il demande donc un soutien aux législateurs à inclure des productions cinématographiques et télévisuelles réalisées par des travailleurs américains, dans une mesure d'incitation à la fabrication de productions nationales. Actuellement, la loi permet de déduire jusqu'à 15 millions de dollars de dépenses de production cinématographique et télévisuelle qualifiées au cours de l'année où elles sont engagées. Comme cette limite ont été initialement fixées en 2004, nous demandons également que les plafonds de dépenses des productions soient portés à 30 millions de dollars ou jusqu'à 40 millions de dollars dans les zones précitées, qui sont des zones à risque ou des zones, des États qui proposent des avantages. Et il précise que pour être éligible, une production doit dépenser au moins 75% de la rémunération de sa main-d'œuvre aux États-Unis. Donc, ils essayent de copier, entre guillemets, les autres pays pour essayer de récupérer forcément les productions américaines. Donc, ils vont essayer de créer des avantages pour que les productions américaines restent aux États-Unis. Après, on ne peut pas aller contre son temps. Et il faut bien comprendre que, pour l'instant, le monde n'a plus les yeux tournés vers les États-Unis. Donc il serait moins intéressant, en 2025, de tourner un film entièrement aux États-Unis. Il est beaucoup plus intéressant de le tourner à l'international, d'aller dans plein de pays différents pour que ces pays déjà se sentent concernés, pour qu'on ait cette sensation aussi de mondialisation dans le cinéma. Donc je pense qu'une part majoritaire de films américains par les Américains, c'est pas forcément une bonne idée. Ce que je constate, c'est que par exemple, il y a des séries qui pourraient très bien être tournées aux États-Unis parce que les décors ne demandent pas forcément de choses extraordinaires, parce que l'histoire n'est pas forcément rattachée à un pays en particulier. Et c'est vrai que parfois, là, à ce moment-là, les équipes vont quand même tourner dans d'autres pays du monde, parce que c'est moins cher, parce que c'est plus facile, parce que maintenant, avec la fibre, on peut envoyer les rushs aux monteurs qui se trouvent au Groenland pendant que l'équipe technique se trouve en Nouvelle-Zélande, et que ça prend pas plus de temps que de ramener les rushs à la production en fin de journée de tournage. Donc, forcément, les avantages technologiques ont amené une mondialisation et une séparation des équipes. C'est vrai que là, quand c'est à ce niveau-là, plutôt que de jouer sur le... Enfin, il faut jouer sur le fait que, il faut que les équipes techniques puissent dépenser moins d'argent, qu'il y ait des facilités, etc. Mais de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Tant que les États-Unis ne se sont pas relevés économiquement de ce qu'ils sont en train de vivre là, avec toutes les mauvaises idées de Donald Trump, il n'y aura pas de solution idéale pour les États-Unis. Puisque tant que les maisons de production n'auront plus l'argent et ne pourront plus payer de façon décente les équipes de production, ils n'iront pas vers cette solution-là. Ils continueront à les payer moins cher des mecs, je sais pas, dans d'autres pays européens ou même en Europe de l'Est ou ce genre de choses. Mais on l'a vu, il y a toujours eu une transposition et il y a un déplacement des équipes de tournage dans certains pays du monde parce que il y a toujours un moment où une partie du monde veut être visible. Et quel meilleur moyen d'être visible que de passer par le cinéma? Donc l'Inde a eu une période où il y a eu beaucoup de films en Inde parce qu'il y avait des avantages fiscaux. Je le répète, il y a eu Malte qui a un énorme studio là-bas où on peut aller avec des avantages fiscaux également et qui a permis de tourner des super séries. La France aussi a été un territoire très accueillant pour le cinéma américain, pour le cinéma international pendant tout un temps, et il l'est encore aujourd'hui.
voilà, l'Europe en général propose des avantages conséquents et ça permet d'avoir des films qui se passent partout en Europe. Et voilà, et je veux dire, je suis désolé, mais quand on veut une belle plage, on va plutôt aller sur les plages, je dis une connerie, mais les plages portugaises ou les plages espagnoles, plutôt que les plages du Pacifique ou même les plages de Floride à Miami. Quand il y a beaucoup de scènes tournées en studio avec de faux décors, etc., je pense qu'effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'aller dans un autre pays du monde et que les États-Unis peuvent s'aligner sur les avantages fiscaux d'autres pays pour pouvoir garder leur équipe sur place. La dernière news, elle est un peu particulière parce que j'ai pas énormément d'infos. J'ai essayé de les chercher hier, mais j'arrive pas à me positionner sur ce que je dois en penser. Donc, on va essayer d'en débattre vite fait, même si c'est des personnalités qui sont pas très connues. Ça a le mérite quand même d'être su et de savoir un petit peu ce qui se passe en interne dans le cinéma français. Et là, ce qui s'est passé, c'est que des organisations du cinéma ont attaqué Pascal Rojard. Alors, qui est Pascal Rojard? Pascal Rojard, c'est le patron de la SACD. La SACD, c'est la société qui s'occupe des auteurs des auteurs en France, en fait. C'est un syndicat voilà, qui s'occupe de protéger et de rémunérer certains auteurs. Et Pascal Rojard, il a toujours été un fervent défenseur du bien culturel français, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Et il a toujours fait on va dire, de l'excellent travail, de ce que j'ai pu lire, en tout cas dans les articles que j'ai vus. Il a toujours pu faire de l'excellent travail en maintenant un certain chauvinisme au niveau de la présence culturelle de la France et de la production française. Mais depuis le Covid et l'arrivée des plateformes, malheureusement, il est devenu un petit peu trop braqué sur ses appuis. Il commence à mettre un petit peu des bâtons dans les roues dans les autres syndicats qui souhaiteraient pouvoir signer des accords avec les plateformes. Et donc, il a reçu une lettre, donc la SACD a reçu une lettre signée par l'API, l'ARP, la SPI, la SRF, la SRF et l'UPC, qui sont d'autres syndicats qui protègent les auteurs, les acteurs, les producteurs, etc. et qui essayent tant bien que mal de signer des accords modernes avec les plateformes et avec les autres producteurs et acteurs du cinéma français. Et je ne vais pas vous lire la lettre en entier, mais pour vous dire que voilà, on a donc une lettre qui a été envoyée qui ne désigne jamais Pascal Rojard, mais qui désigne le président de la SACD, donc jamais en le nommant directement, mais en l'appelant le président, parce qu'il faut savoir que c'est un syndicat, lui effectivement, il est président de la SACD, mais il y a d'autres personnes avec lui, et donc voilà, je pense que c'était une espèce de lettre ouverte qui permettait de s'adresser à tout le monde et de faire comprendre que là, au bout d'un moment, on peut plus bloquer les accords comme ça sans réfléchir, juste parce qu'on a une dent contre les plateformes ou une dent contre les nouvelles façons de visionner des vidéos sur sa télévision ou en règle générale, je veux dire. On est des amoureux du cinéma, mais on a bien compris qu'on ne pouvait plus vivre sans les plateformes. Donc il faut aussi trouver des accords, faut essayer de réfléchir à ça et pas tout bloquer. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, lors de Sérimania, apparemment, Pascal Rojard aurait bloqué en fait des discussions d'accords, il aurait vraiment coupé court et les accords ont été donc du coup arrêtés et les discussions ont été arrêtées à cause de ce monsieur qui aurait mis tellement d'entrain à tout détruire que les discussions n'ont pas pu aboutir. Et donc, cette lettre dit que les organisations représentatives du cinéma ont négocié avec les diffuseurs des accords qui ont permis le renouvellement de la chronologie des médias et la signature avec France Télévisions, TF1, Disney+, et Canal+, de nouveaux accords garantissant la contribution de ceux-ci au financement de la production française européenne. Cela fut possible grâce à la solidarité de toute la profession, notamment des auteurs, des producteurs, des distributeurs et des exploitants. Nous constatons depuis plusieurs années maintenant une volonté du directeur général de la SACD de systématiquement dévaloriser et dénaturer tout ce que l'ensemble de la filière cinéma essaie de construire pour préserver son modèle de financement et de diffusion. Ces attaques sont menées au nom de la défense des auteurs, alors même que les auteurs sont au cœur de toutes ces négociations, à travers deux organisations professionnelles majeures et parfaitement légitimes, la SRF et l'ARP. Nous constatons la place accordée à cette organisation et son directeur général par les pouvoirs publics pour représenter les intérêts et la voix du cinéma au regard de la démarche négative qui est la sienne depuis des années. Donc, il reproche également au CNC d'accorder trop d'importance à la SACD qui, malheureusement, bloque
sur sa modernité. Ils aimeraient quand même un peu plus de répartition et d'équité entre les syndicats qui tentent de négocier avec les plateformes. Et c'est pour ça que je dis bien que cet article et cette news, elle est à deux poids, deux mesures. C'est que moi, Pascal Rojard, je ne le connais pas. Je pense de ce que j'ai lu, que c'est un amoureux pur et dur du cinéma et de ce qu'il représente et de la salle obscure, et que, sans vouloir dire qu'il a entièrement tort, je pense que peut-être que les méthodes qu'il emploie pour bloquer les accords sont peut-être un petit peu trop virulents. Et c'est peut-être là que ça bloque. Après, effectivement, de ce que j'ai pu lire, l'ARP et la SPI sont vraiment des syndicats qui sont pour la réduction de la chronologie des médias, mais je ne connais pas leur position par rapport aux auteurs, par rapport à leur rémunération, qui fait partie de ces syndicats et de ces associations, et quelle est leur position en fait sur la rémunération et sur les droits des auteurs. Donc, je ne me positionne ni d'un côté ni de l'autre, moi je vous donne des faits. Effectivement, ça m'est arrivé d'être un petit peu en désaccord avec la RP et la SPI, que je trouve un petit peu trop du côté des plateformes, sans pouvoir dire que la SACD n'est pas un petit peu trop du côté du cinéma. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir que ces personnes-là se retrouvent autour de table pour des discussions lors des conférences et des festivals. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est peut-être que certaines sociétés ou certains syndicats ont plus de poids que d'autres à cette table, alors que tout le monde devrait avoir le même nombre de voix et les mêmes accords. Donc il faudrait peut-être voir avec des personnes non pas à la présidence de ces syndicats-là, mais peut-être voir avec des personnes qui en font partie, qui ont signé, qui sont adhérents à ces syndicats, et peut-être leur demander leur position et savoir ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils sont contents en fait d'être suivis et soutenus par ces syndicats-là, et voilà, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là. Là, ça serait beaucoup plus intéressant. Mais voilà, je voulais vous en parler, c'est un tout petit truc, hein, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Ça prouve bien qu'on a une guerre interne en fait de plein de personnes différentes, et que ça se joue pas juste avec des gros groupes américains qui essayent d'avoir la plus petite fenêtre possible en France. C'est aussi des syndicats français qui pensent à leurs intérêts à eux, aux intérêts de leurs auteurs, aux intérêts de leurs réalisateurs, et qui essayent de trouver le meilleur parti possible pour que les gros producteurs investissent au maximum en France, et pour avoir la plus grande équité possible, et surtout que tout le monde soit content financièrement de ce que ça rapporte. Il faut comprendre que même en France, de façon interne, il y a des personnes qui s'engueulent en ce moment à propos de la chronologie des médias, sans forcément y intégrer les grands groupes. Il y a des discussions dans tous les sens, et Gaëtan Bruel, qui vient d'être élu au CNC, il a énormément de boulot, parce que tout le monde lui est tombé dessus, en disant, bon ben voilà, maintenant que vous êtes le nouveau directeur du CNC, il faut changer ça, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, etc., etc. Donc lui, sa position, c'est l'exception culturelle française est une bonne chose, et on va garder nos positions sur la chronologie des médias, parce que le cinéma fonctionne actuellement en France, et on a réussi à le prouver. Mais de l'autre côté, il y a tout le poids et des syndicats et des grosses productions américaines qui jouent aussi dans la balance, et il va falloir trouver un accord entre tout le monde, sinon ça va continuer à gueuler de chaque côté, et on va continuer à avoir des menaces d'Amazon pour ne pas diffuser de films au cinéma alors qu'ils ont racheté MGM, on aura des menaces de Disney qui font de la publicité en disant n'allez pas le voir au cinéma, de toute façon c'est dans 9 mois sur Disney+, et on aura d'autres acteurs qui vont sûrement arriver sur le tableau en disant bon bah de toute façon le cinéma est mort, il vaut mieux que vous ayez un abonnement à telle ou telle plateforme. Ce qui est toujours très dérangeant quand on voit qu'en 2024, le succès du cinéma est absolument incontestable, et que dans tous les cas, si on fait les comptes, apparemment, les grosses maisons de production ont gagné quand même beaucoup plus d'argent avec la salle obscure qu'avec leur plateforme. Ça, ce sera un autre débat, un débat sur lequel on pourra se pencher un autre jour, parce que dans tous les cas, on n'a pas toutes les informations, et je pense que les plateformes sont beaucoup trop récentes et beaucoup trop jeunes que pour qu'on puisse faire un bilan de ce que ça donnera d'ici 10 à 15 ans, et quels seront les rapports entre la salle obscure et les plateformes dans quelques années. Voilà pour ces 3 news, voilà pour cette matinale. Écoutez, j'ai pas de recommandation, donc elle est un petit peu plus courte que les autres matins, mais c'est pas grave. Vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux ici. Le plus important, c'est le Patreon, qui est juste là. Ah ben, ça bloque. Le Patreon qui vous permet d'avoir tout en avance
par rapport aux personnes qui sont juste sur Instagram. Vous avez aussi la version Director's Cut de cette matinale, c'est-à-dire que je place voilà, sans montage la matinale et donc vous avez toutes les informations. Je vous laisse vous abonner à YouTube. Je voulais surtout mettre des commentaires sur YouTube. Je vous laisse aller voir, même si vous regardez la matinale le matin, peut-être aller faire un tour sur YouTube pour commenter, pour liker les vidéos, les replays, ce genre de choses. Et grande nouvelle, normalement on commence demain, mais Critflix sera enregistré en live sur Twitch quand on le pourra. Donc voilà, vous aurez l'exclusivité là-dessus, c'est-à-dire que si vous venez voir l'émission en direct, bah, vous aurez du coup les rapports. Alors, on sera pas ensemble avec David, on sera à distance, mais j'enregistrerai sa voix et donc voilà, vous aurez l'enregistrement de Critflix en direct et moi j'aurai plus qu'à faire le montage. Il n'y aura pas d'interaction avec le chat, par contre attention, c'est vraiment juste l'enregistrement de Critflix qui sera en live. C'est pour gagner des heures au niveau de Twitch et pour gagner un petit peu de temps d'écran, etc., etc. Donc la matinale, c'est le mardi matin. Le vendredi, vous avez Critflix. Et puis tout au long de la semaine, vous aurez tous les replays de ces émissions-là. Et puis cette semaine, je vous débloque un nouveau en cabine uniquement pour les Patreons payants. Et j'ai décidé que pour tous les en cabine que je mets sur Patreon, le dernier, celui d'avant, sera dispo en version libre sur Instagram. Voilà, allez, je vous laisse, passer une bonne matinée, à très bientôt, et puis bah, à la semaine prochaine, ou dans tous les cas, sur le reste des réseaux. Salut!